Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons aborder un sujet particulier ce matin à cette émission. Nous avons comme invité Madame Martine Libertino, qui est invitée à venir prononcer une conférence sur la fatalité. D'ailleurs, le titre de la conférence, c'est « La fatalité n'existe pas ». Très certainement, on parlera de la paix, la nécessité que la paix s'installe en Haïti. Elle est accompagnée de Madame Roselyne Benjamin, qui est psychologue et membre membre de la communauté des médiateurs pour la paix. Ça s'annonce intéressant. Madame Libertino, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, je vous en prie, c'est un plaisir. Madame Benjamin, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous ce matin. Voilà. On l'a dit, on va parler de la paix et aujourd'hui, mais surtout, on va parler de la fatalité qui n'existe pas. Vous êtes invité en Haïti. Très certainement, ce n'est pas votre première visite. Vous avez déjà animé un certain nombre de séminaires autour de la paix. Est-ce que ça vous dit de vous présenter au public de Métropole, Martine Libertino? Oui, bien sûr. Alors, je suis philosophe et écrivain. Et donc, en tant qu'écrivain, j'écris évidemment les concepts de ma philosophie. Je suis médiatrice depuis 35 ans, médiatrice donc dans le pays où je vis, en Suisse, où j'ai créé également une formation de médiateur pour la paix. Et cette formation de médiateur pour la paix s'est étendue à deux continents, puisque je travaille également en RDC, à Kinshasa tout particulièrement, et en Haïti depuis un certain nombre d'années. Merci. Roselyne Benjamin, vous faites partie de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti. Est-ce que cette communauté est déjà importante chez nous en Haïti? Oui, alors je fais partie de cette communauté. J'en suis la vice-présidente. Il y a Franck Mahoutière qui est le président de la communauté. Et c'est une communauté qui a été fondée il y a deux ans de ça. Et qui réunit une quinzaine de professionnels et d'élèves de Martine qui ont bénéficié de sa formation. Alors, nous parlons de communauté de médiateurs pour la paix. Et, quand on parle de médiation, on voit plusieurs entités. Martine, vous êtes médiatrice entre qui et qui? Alors évidemment que lorsqu'il y a un médiateur, cela veut dire qu'il y a des interlocuteurs et qu'il peut y avoir en tout cas deux personnes, si ce n'est plus, puisque je suis médiatrice dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, ce qui veut dire que je peux intervenir dans un couple entre deux personnes, je peux intervenir dans une famille, entre les parents, les enfants, ou aussi dans une famille où se trouvent les grands-parents, ça m'est arrivé aussi, avec 3 générations, n'est-ce pas, qui ont des problèmes à régler. Je peux intervenir au sein d'une entreprise avec une vingtaine de collaborateurs, une cinquantaine de collaborateurs, dans des groupes de travail ou dans des institutions. Alors, il est évident que lorsqu'on parle de médiation, on parle d'aide, pour moi en tout cas, dans ma vision de la médiation. Cela veut dire que nous allons aider un certain nombre de personnes à trouver la paix entre elles. Je ne travaille pas d'une manière conventionnelle, dans ce sens que, en tout cas chez nous, en Europe, être médiateur veut dire d'une manière plus triviale, empêcher des gens à se disputer ou à se crêper le chignon. Et ça s'arrête là parce que le médiateur, dans un sens, n'est pas forcément obligé de donner des solutions. En ce qui me concerne, je ne vois pas du tout la chose de cette manière-là, dans ce sens qu'un médiateur qui fait ce travail comme cela, il fait finalement le rôle d'un ami qui a une écoute attentive. Je pense que nous avons, en tant que médiateur, une responsabilité beaucoup plus grande. Et ça, pour moi, de donner des réponses. Et ça s'apprend, cette forme particulière de médiation, est-ce que ça s'apprend ou bien ça se transmet tout simplement d'une communauté à une autre, d'un individu à un autre?
Je dirais que je pourrais vous répondre oui et non, en fait. À partir du moment où nous voulons en faire une vocation ou un métier, bien sûr que cela s'apprend parce que c'est un travail de nombreuses années. Je reprends ce que disait Roselyne tout à l'heure, qui disait que la communauté des médiateurs existe depuis 2 ans, mais elle oublie de dire qu'on travaille ensemble depuis plus que 2 ans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et que le travail, le travail que nous faisons ensemble depuis 2011. 2011, voilà, depuis décembre 2011, ça fait à raison ans. de 3 fois par année. Et je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine et on continue à travailler parce que le travail de médiateur est une grande responsabilité puisque nous devons apprendre à voir ce qui se passe à l'intérieur des gens au-delà en fait, au-delà de leur attitude, au-delà de ce que nous entendons et le rôle que nous avons justement c'est d'apporter la paix. Alors dans ce sens-là je dirais que ça demande un grand travail et c'est une formation pour moi qui peut durer une vie entière. Mais de notre côté, je vous coupe, de notre côté, si on prend le travail que nous faisons auprès de la population, ce que je n'ai pas cité forcément tout à l'heure, mais je crée des programmes pour la paix, dans les pays en conflit ou dans les pays sortant de conflit ou fragilisés. Et ces programmes pour la paix, nous les mettons, je forme donc des médiateurs pour cela, et nous mettons ces programmes à disposition de la population, que ce soit une population aisée, que ce soit une population donc fragilisée, une population qui a des problèmes de développement, etc. Dans ce cas-là, on ne va pas forcément enseigner la médiation, mais on va enseigner aux gens une philosophie de vie qui leur permet de vivre mieux ensemble, qui leur permet d'être beaucoup plus heureux ensemble, qui leur permet de devenir solidaires et autonomes. Et pour moi, c'est aussi une forme de médiation, mais qui est différente dans ce sens que cette formation va permettre aux gens de vivre mieux ensemble et de régler leurs conflits ensemble, si conflit il y a. Donc on parle bien de médiation finalement, mais la philosophie se transmet d'une manière différente. De manière différente. Maintenant, dites-nous, vous êtes en Haïti 3 fois l'an, comment ce pays est vu et perçu à l'étranger? Est-ce que notre situation est critique? Nous parlons de la paix. Tout à fait. Et comment le pays, Haïti, comment est-il perçu? Alors, lorsqu'on parle de paix, là aussi, ça serait bien quand même d'être très clair. Pour moi, la paix, ce n'est pas une absence de guerre, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'un pays est en paix parce qu'il n'a pas de guerre ou parce qu'il n'exporte pas de guerre. Un pays est en paix lorsque ses habitants sont heureux, pour moi. Donc je préférerais peut-être parler de cela, parce qu'autrement on va dire, bah oui, Haïti c'est merveilleux, tout le pays est en paix, donc les gens n'ont pas de problème. Ce n'est absolument pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est que, comme dans d'autres pays d'ailleurs, ce que je vois, c'est que les gens souffrent, qu'il y a beaucoup de misère morale et de misère matérielle en fait, et que j'estime que les gens ne méritent pas cela, parce que c'est un peuple fier, c'est un peuple qui a des ressources, où les gens veulent avoir leur indépendance. Et je pense que c'est un peuple qui pourrait avoir beaucoup plus de facilité dans sa vie. Alors ça, c'est ma vision. Maintenant, comment Haïti est perçu donc, à l'extérieur? Eh bien, je dirais qu'il y a 2 visions qui sont très intéressantes. La vision des ONG, des gens qui viennent travailler ici, et la vision générale de la population à l'extérieur. Alors, concernant la population, Haïti donne une vision d'un peuple qui n'a pas de chance, où chaque fois qu'il se remonte un peu, il y a une catastrophe qui revient, et on dit toujours, mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai entendu avant de venir en Haïti, avec des mots très forts d'ailleurs, mais qu'est-ce que ce pays est maudit, comment ça se fait, il y a toujours des problèmes, etc. Et ce n'est pas du tout ma vision. Je ne me fais que le porte-parole des gens qui parlent donc, à l'étranger. Non, vous répondez à la question. Voilà, je réponds à la question, mais je ne vois pas du tout les choses comme cela. Voilà. Et du côté des ONG, souvent, ce que j'entends, c'est qu'on aimerait venir travailler en Haïti. On travaille en Haïti, mais on ne comprend pas les Haïtiens parce qu'ils sont réfractaires, ils ne sont pas assez participatifs, etc. Et là aussi, ce n'est pas du tout ma vision.
Donc c'est ce que j'entends. Et ce que je vois, c'est finalement beaucoup de souffrance partout, parce que si je vois comment s'expriment les gens qui viennent travailler ici avec leur bonne volonté, qui veulent vraiment aider, en fait, il y a de gros malentendus, parce que la vision du haïtien, pour moi, n'est pas une vision juste. On voit des apparences, en fait. Voilà. Et aussi, le haïtien voit aussi des apparences chez ces personnes-là, parce que, comme je l'ai dit, il y a souvent beaucoup de bonne volonté, mais une énorme incompréhension qui fait qu'on n'arrive pas finalement à s'entraider. Et je pèse bien mes mots quand je dis à s'entraider, parce que pour moi, les ONG ont autant besoin de l'aide des Haïtiens que les Haïtiens des ONG. Parce que si nous voulons aller aider, entre guillemets, nous avons besoin aussi d'être reconnus, d'être acceptés, au même titre que nous devons accepter et reconnaître l'autre. Vous parlez souvent de souffrance. On ne serait pas en paix parce qu'on souffre. Ici, vous parlez de quelle souffrance? Elle est morale ou elle est physique, à votre avis? Je pense que tout est lié. C'est que la souffrance morale, la souffrance physique, la souffrance matérielle, on peut mettre ces souffrances dans 3 catégories, mais qui en même temps sont interdépendantes et qui finalement se renforcent l'une l'autre. Maintenant, encore une fois, une souffrance ne veut pas dire j'ai une épreuve. La souffrance chez l'être humain peut se manifester tout simplement en se levant le matin en étant de mauvaise humeur, en n'étant pas bien dans sa peau, en étant mélancolique, en marchant dans la rue, être fâché parce que quelqu'un me bouscule. En fait, pourquoi je vais vivre cette situation? Pourquoi je vais mal le vivre? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai des insatisfactions. Et une insatisfaction est déjà une souffrance. Et ce qui est important, c'est de reconnaître qu'à l'intérieur de soi, une insatisfaction n'est pas anodine et que je dois voir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour justement me rendre compte que la souffrance n'est pas normale chez l'être humain et que notre travail, c'est d'être heureux, notre vocation sur Terre. L'être humain est venu sur Terre pour donner l'exemple du bonheur. Et c'est d'autant plus important que nous, adultes, notre responsabilité, c'est de donner à nos enfants l'exemple du bonheur. Alors vous voyez tout le travail qu'il y a à faire, et je n'inclus pas forcément Haïti, j'inclus tous les pays du monde. Nous sommes tous concernés. Alors maintenant, parlons de cette souffrance intérieure, ou cette souffrance tout simplement, une fois qu'elle s'installe en nous, on n'est pas en paix. C'est ça? Non, bien sûr que la paix ou la guerre, appelons ça la guerre ou un conflit intérieur, se manifeste à l'état individuel, comme au niveau d'une communauté, au niveau d'une famille, comme au niveau d'un pays et au niveau de l'humanité. Est-ce que vous prêchez, vous, c'est la fin de cette souffrance ou encore la fin de cette guerre? Il faut peut-être se poser la question, je pense que c'est ça. Est-ce que nous méritons cette souffrance? Est-ce que nous méritons cette guerre? Est-ce que quelque chose dans le monde justifie de souffrir? Est-ce que la souffrance va supprimer les injustices? Est-ce que la souffrance va supprimer les épreuves? Je pense que c'est cette question que nous devons nous poser, dans ce sens que nous sommes des êtres humains. En tant qu'êtres humains, bien sûr que nous sommes soumis aux épreuves. Nous pouvons avoir l'épreuve du deuil, l'épreuve de la maladie, une épreuve matérielle, une épreuve émotionnelle, parce que nous perdons un ami, etc. Alors, la question à se poser, l'épreuve étant elle-même une difficulté, souffrir de cette épreuve n'est-il pas d'autant plus une forme de masochisme? Parce que ça ne va pas nous faire supprimer l'épreuve, au contraire, ça va amplifier l'épreuve. Alors, si on entretient. Pardon? Si on entretient cette épreuve, cette souffrance, c'est à ce moment-là que ça devient... c'est-à-dire que je vais souffrir de souffrir. Je ne vais pas supprimer mon épreuve, je vais l'amplifier par le manque de lâcher-prise que je vis de cette épreuve. Et ce qui est important de comprendre également, c'est que qu'est-ce qui est le plus difficile dans une épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve elle-même ou est-ce que c'est la colère que cette épreuve va engendrer parce que je n'accepte pas l'idée de cette épreuve? On serait tenté de dire qu'il y a des choses qui sont tout simplement naturelles. Par exemple, si je me réveille de mauvaise humeur, donc là je suis en colère, je suis tout simplement de mauvaise humeur, qui serait considéré comme étant une sensation naturelle. À votre avis,
à votre avis, Madame Libertino, je ne suis pas en paix avec moi-même parce que je souffre dès le réveil. Maintenant, vous êtes en train de préconiser une formule ou une méthode pour que l'on soit en paix. C'est-à-dire ne pas se réveiller avec cette sensation de colère ou bien de mécontentement. Est-ce que c'est possible ? Alors, déjà, ne soyons pas trop optimistes en nous disant bon, ben, elle va nous donner la pilule rose et puis ça va marcher, parce que ce serait prétentieux de dire ça. C'est tout un travail, n'est-ce pas ? Et la première chose que nous, pour arriver donc au but dont vous parlez, la première chose à faire est de comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'être humain. Parce qu'évidemment que si je dis à une personne, vous avez telle épreuve, si je ne lui donne pas les clés, ça veut dire qu'il vaut mieux que je me taise, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire à une personne qu'elle a une épreuve si je ne suis pas capable de lui donner une solution. Donc la première de ces solutions, c'est de découvrir comment nous fonctionnons en tant qu'être humain. Et à partir du moment où j'ai découvert, par exemple, qu'à l'intérieur de moi, il y a deux êtres, ce que j'appelle moi dans ma philosophie, puisque dans la philosophie que j'enseigne, il y a des termes très précis qui peuvent paraître être en désaccord avec d'autres philosophies, mais ce sont simplement des questions de mots pour reconnaître l'enseignement que je donne. Et à l'intérieur d'un être humain, nous pouvons découvrir qu'il y a deux êtres en fait. Ce que j'appelle le subconscient, qui est l'ensemble de nos programmations émotionnelles, qui donc vont me faire souffrir, n'est-ce pas ? Et ma conscience, qui, elle, me permet de découvrir mes valeurs, ma valeur aussi, mes qualités, mes besoins. En fait, tout ce qui est juste en moi, qui va me permettre d'évoluer, de grandir pour l'enfant, qui va me permettre de réussir ma vie, parce que je suis en accord avec mes besoins. Et à partir du moment où je prends conscience de ces deux êtres qui sont en moi et que je prends également conscience du pouvoir et du libre arbitre qui est en moi, qui va me permettre de choisir entre ces deux, c'est exactement comme la télévision ou la radio, c'est que on peut écouter deux postes à la fois, mais nous devons choisir celui, ou peut-être je vais me reprendre, on peut entendre deux postes à la fois, mais nous allons devoir choisir celui que nous voulons écouter. Et c'est exactement ça le fonctionnement humain, c'est que en choisissant qui je veux écouter, je vais me lever de bonne humeur le matin ou je vais me lever de mauvaise humeur. Et c'est possible ? C'est du travail. C'est du travail, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut considérer que ce sont des habitudes de fonctionner. On peut considérer que notre subconscient, qui est la somme de nos programmations émotionnelles, je peux donner un exemple pour être plus précise. La peur est une programmation émotionnelle, le manque d'amour pour soi, le problème de rejet, la peur de s'exprimer, la peur de parler de ses sentiments, tout ça, ce sont des programmations émotionnelles. Donc à partir du moment où j'écoute ces programmations émotionnelles, il est évident que je ne suis pas à l'aise dans ma vie et je suis habituée en fait à ne pas être à l'aise, je suis habituée à ne pas être heureux. Et en fait, je ne me rends pas compte parce que pour moi, c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs très bien, c'est naturel. Alors la question à se poser, c'est que est-ce que ce naturel fait vraiment partie de moi ou est-ce que je ne pourrais pas puiser dans un autre naturel qui serait en fait le bonheur, mais auquel je n'ai pas accès parce que je ne suis pas habituée à m'ouvrir à lui. Et peut-être on pourrait envisager la possibilité de parler des conséquences probables de ce mal-être quotidien quand on se réveille et puis on ne se sent pas bien, on est fâché. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'homme, sur l'organisme humain? En tout cas, c'est ce que j'entends dire très souvent. On va peut-être revenir pour en parler un peu plus tard, après la pause. Très certainement, on évoquera la question de la fatalité qui, selon Martine Libertino, n'existe pas. Et pour refermer cette première partie de l'émission, annonçons la conférence où on va en parler plus longuement. Et Roselyne Benjamin, donc, la fatalité n'existe pas. Vous avez proposé ce sujet à Martine? Alors, voilà, nous étions sur Skype et je lui ai dit voilà ce que j'aurais aimé que
ce dont j'aurais aimé que tu parles, c'est que face justement à ces situations répétitives où tout le temps nous passons de situation difficile à situation difficile, de mois en mois, d'année en année, je pourrais dire même de siècle en siècle. Et je lui ai dit que je voudrais que tu adresses cette constatation. Et elle m'a dit, ah voilà, j'ai le titre, La fatalité n'existe pas. Oui. Et j'ai aimé beaucoup ce titre. Et vous l'avez adopté? Je l'ai adopté. Ok, alors maintenant, ce qu'il faut retenir et comprendre, selon Martine, la fatalité n'existe pas, même si on la vit. Est-ce qu'on peut la vivre alors qu'elle n'existe pas? Ou bien ce que l'on considère comme fatalité, ce n'est pas la fatalité. On pourra voir tout cela après la pause. Tout à fait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Martine Libertino et Roselyne Benjamin sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Martine Libertino et Roselyne Benjamin sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce mardi. Avant la pause, on parlait de la fatalité. Si la fatalité n'existe pas, on dirait quoi du destin, par exemple? Martine? On dirait la liberté de construire son destin. On dirait la responsabilité de construire son destin. Et on dirait l'amour que nous devons nous porter pour réussir son destin. C'est ça votre réponse. Vous croyez en Dieu? Bien sûr, oui. Mais je ne crois pas... je crois en Dieu, mais je n'ai pas forcément de religion. Bien sûr que j'ai la religion catholique de mes parents, puisque j'ai été élevée dans cette religion-là. Mais pour moi, Dieu est une énergie d'amour, peu importe comment il s'appelle et d'où il vient. Je pense que cette énergie d'amour peut suffire pour l'humanité entière. Ce ne serait pas paradoxal, une telle approche? Pour quelle raison? Le destin, vous avez dit, c'est la liberté de le construire, la fatalité n'existe pas. Or, les croyants oui, croient que le destin existe, la fatalité aussi. C'est pour ça que je n'ai pas de religion. En fait, tout est toujours une question de mots. Hein. Alors on pourrait voir les choses différemment en se disant oui, le destin existe, mais à condition que nous soyons conscients que nous construisons notre destin. C'est pour ça que je parle de liberté, c'est pour ça que je parle de responsabilité. Parce qu'à partir du moment où j'ai un libre arbitre, j'ai la liberté de réagir dans la vie face aux événements d'une manière positive ou d'une manière négative. Et à partir du moment où je réagis de ces deux manières, je vais créer soit ce que le commun des mortels appelle un destin, je vais créer un destin difficile ou un destin facile parce que je n'ai pas justement lâché prise quant à ce que je vis au présent et je n'en ai pas fait quelque chose de constructif. Donc on voit bien que chaque personne a la possibilité de construire son destin en fonction de son libre arbitre. Et je peux vous donner un exemple. Il y a des milliers d'exemples dans notre humanité, à savoir qu'un enfant qui va naître dans une famille et dans un pays où il sera surprotégé, où il aura toutes les chances qui lui sont données, va-t-il les prendre? Pas forcément. Peut-être que devenu adulte, d'ailleurs, il ne va pas supporter d'avoir une petite épreuve parce qu'il a toujours été protégé. Il va mal réagir à cette épreuve et il va détruire sa vie parce qu'il va développer un sentiment d'injustice et une colère contre ce qui lui est arrivé parce qu'il est égoïste et parce qu'il n'a aucune gratitude envers la vie. Un autre enfant qui aura eu un destin entre guillemets, très difficile, une enfance très difficile, ou même dans un pays très difficile, avec des luttes perpétuelles, selon l'état d'esprit qu'il va avoir, s'il lâche prise sur ce qu'il a vécu, en ayant la gratitude de voir ce que la vie peut lui donner, en ayant la détermination de réussir, cet enfant, plus tard, devenu adulte, va réussir sa vie. Et c'est très intéressant de voir, parce que depuis que je travaille avec les gens, que je donne des consultations, j'ai vu 4 générations de personnes dans la même famille. Et nous voyons entre 40 et 50 ans vraiment se dessiner la vie de quelqu'un. Et une personne qui a fait un travail sur elle, qui s'aime, qui aime les autres, qui aime la vie,
peu importe ce qu'elle a vécu dans sa vie, va construire quelque chose de beau pour son avenir. Voilà. En ce qui nous concerne en Haïti, puisque vous venez très souvent en Haïti, vous avez beaucoup d'amis haïtiens, vous croyez, puisque certains gens se plaisent à le dire, à le répéter, que nous serions en Haïti responsables de nos malheurs, de notre destin, de nos souffrances, ceux du peuple? Est-ce que c'est ça votre point de vue également, Martine? Alors, oui pour la responsabilité, mais il faut peut-être expliquer ce que cela veut dire, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Lorsque je parle de responsabilité, je ne parle en aucun cas de punition, ni de culpabilité, n'est-ce pas? Dans ce sens que beaucoup de gens peuvent se dire, oui, mais si nous avons toutes ces épreuves, c'est parce que nous nous comportons mal, c'est parce que nous le méritons, c'est parce que nous... D'ailleurs, quand je viens ici, combien de fois j'entends les gens se dénigrer, hein? Bon, il n'y a pas qu'ici d'ailleurs, hein. En Suisse, j'entends les gens se dénigrer, en France, partout, j'entends les gens se dénigrer également, mais c'est vrai que souvent, j'entends les Haïtiens parler d'eux-mêmes comme s'ils étaient vraiment un pays, entre parenthèses, où le plus de gens négatifs existent. Ce n'est pas le cas. Alors que non, mais bien sûr que non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, dans tous les pays du monde, il y a des personnes positives, négatives, et il y a ce que j'appelle 3 catégories de gens. C'est-à-dire 10% de personnes qui construisent leur vie et qui construisent leur pays d'une manière positive. Il y a 10% de personnes qui sont destructrices et qui se font du mal définitivement et qui n'évolueront pas, qui ne changeront pas. Et 80% de la population qui oscille entre les deux et qui finalement doit être éduquée, parce que c'est cette partie de la population qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est 80%. Et c'est cette partie de la population qui, quelquefois, peut être négative parce qu'elle souffre et peut devenir positive. Donc il y a une potentialité énorme, justement, de construire un pays avec cette population-là. C'est ce que j'appelle l'éducation pour la paix, en enseignant aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Et cette éducation-là doit être enseignée aux gens dès leur plus tendre enfance, ou est-ce que c'est après les expériences? Ah ben non, parce qu'une expérience, supposons que j'ai des expériences négatives, de par la vision que j'ai de cette expérience, je vais développer encore plus une vision négative de la vie, je vais développer une colère, un désespoir qui va faire que je vais renforcer mes programmations émotionnelles et donc je vais renforcer ma colère et ma souffrance. Ce qui veut dire que plus vite nous permettons aux enfants de changer leur état d'esprit et de se préparer à devenir des êtres humains, c'est ce que j'appelle un métier d'homme, plus vite nous serons sauvés. Parce que c'est pas seulement Haïti, pour moi c'est un travail que nous devons faire sur toute la planète. Sur toute la planète. Alors avant la pause également, j'évoquais l'effet probable de cette souffrance, de ce mal-être sur l'organisme. Donc, vous pensez qu'on peut, à l'avenir, éviter certaines maladies, par exemple, si d'aventure on arrive, par exemple, à se défaire de certaines pratiques journalières, habituelles, par exemple, se réveiller et que l'on soit de mauvaise humeur. Vous estimez que, d'abord, est-ce que ça a de l'effet sur l'organisme? Deuxièmement, est-ce possible de s'en défaire? C'est absolument possible de s'en défaire, c'est même plus que possible, puisque depuis 35 ans que j'enseigne, tous les gens qui travaillent avec moi et qui veulent travailler, évidemment, parce que moi je ne fais pas de miracle toute seule, hein, pas trop deux pour faire des miracles, c'est que tous les gens qui acceptent de s'aimer et d'aimer la vie tout simplement, et de faire ce travail, me disent une phrase que j'entends sur les 3 continents sur lesquels je travaille: ça a transformé ma vie. Ah. Aujourd'hui, je suis plus heureux. Aujourd'hui, je crois en moi. Et aujourd'hui, je suis déterminée à respecter mes besoins. Et donc, à partir du moment où je respecte mes besoins, à partir du moment où je m'aime, automatiquement, je vais aimer les autres. Vous voyez, je n'ai même pas dit que les personnes... moi, je n'enseigne pas aux personnes à aimer les autres. Parce que je sais que si elles apprennent à s'aimer, automatiquement, elles vont aimer les autres. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous naissons avec un capital. Bien sûr, on ne va pas devenir comme ça, tout d'un coup, négatif, parce qu'on est de mauvaise humeur le matin. C'est que dès sa naissance, l'enfant va naître avec un capital qualitatif et un capital émotionnel. Ce capital émotionnel va faire qu'il va naître dans une famille
qui représente en fait son capital émotionnel. C'est ce que la science appelle l'hérédité. C'est ce que j'appelle moi l'hérédité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va naître dans une famille avec des parents qui ont les mêmes programmations émotionnelles que moi ou des programmations complémentaires. Ce qui veut dire que dans le quotidien, au quotidien, dans notre manière de fonctionner ensemble, évidemment que si nous n'avons pas conscience de cette complémentarité dans les problèmes émotionnels, cela va créer des conflits, cela va créer des malentendus au sein des familles, et donc qui dit conflit dit souffrance. Ce qui veut dire qu'à la longue, ces souffrances répétitives, ces malentendus, ces difficultés de communiquer, de se dire qu'on s'aime, cette peur de ne pas être aimé, par exemple, d'être rejeté, fait que on est submergé par tout ce que nous croyons au fond, parce que nous nous faisons une image de l'autre qui n'est pas forcément juste. C'est ce que je vais voir l'autre par rapport à mes problèmes émotionnels. L'autre va me voir à travers ses problèmes émotionnels, et donc nous vivons de malentendus perpétuels. Et à la longue, l'être humain va avoir ce que j'appelle des frustrations, et ces frustrations vont se transformer en colère. Et ça va se transmettre de père en fils, puisque vous avez parlé de l'hérédité. Vous alors, avez parlé tantôt de l'hérédité. Alors, ma question, est-ce que le karma existe? Alors, bon, pour moi, ça ne se transmet pas, dans ce sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va naître dans une famille où les parents, les frères et sœurs, les adultes vont avoir des programmations émotionnelles identiques aux miennes ou complémentaires. Ce qui veut dire que ce n'est pas possible. Bon, je vais faire une petite image d'Épinal, que j'ai une programmation émotionnelle, plaf, elle va sauter à l'intérieur de l'autre. Ça, ce n'est pas possible. Par contre... Donc l'environnement, ça n'a rien à voir sur... Si, mais pas de la manière dont on en parle, dans ce sens que si un enfant vient au monde, bon, prenons un exemple, un enfant vient au monde et ne s'aime pas. Voilà, déjà au départ, il a des difficultés à s'aimer, à se considérer. Ce manque d'amour pour lui va le rendre dépendant de ses parents, il a besoin d'être reconnu, etc. Supposons que cet enfant naisse avec un père ou une mère qui a la même problématique que lui. L'évolution du père et la mère, l'attitude de tous les jours au quotidien, va faire qu'on va lui donner une référence, on va lui donner un exemple. Et comme cet enfant a lui-même cette problématique, la référence qu'il va recevoir, c'est « j'ai raison de ne pas me sentir aimé », j'ai raison de ne pas m'aimer également, et donc il va renforcer par l'exemple ce qui lui appartenait déjà. Vous voyez. Donc on ne peut pas parler de transmission, on peut parler de témoignage de l'un à l'autre. Il y a aussi un autre volet, le karma, ça vous dit quoi? Alors, bon, le karma, encore une fois, c'est une question de... C'est un mot sanskrit, mais le problème, c'est qu'il est souvent mal interprété. Et dans la bouche d'une personne négative, le karma, c'est « Oh mon Dieu, j'ai dû faire tellement d'horreurs dans ma vie passée, donc il est tout à fait normal que je souffre dans cette vie. » Alors que le mot karma ne veut absolument pas dire ça. Le karma pour une personne, c'est le travail, c'est tout. Donc effectivement que si j'ai un travail à faire dans une vie, parce que je dois apprendre mon métier d'être humain, ce karma, je peux le vivre d'une manière positive, juste, ce karma peut me rendre heureux, parce que j'ai un libre arbitre qui va me permettre de le voir à ma manière et d'une manière positive. La réincarnation? Pour moi, c'est une évidence. Vous pouvez expliquer? C'est une évidence parce que on ne peut pas dire, enfin si on peut le dire bien sûr, mais est-ce que nous sommes une petite planète là au milieu de l'univers où nous mourrons, nous partons et ensuite rien ne se passe après? Bon, déjà, pour moi, ça me paraît un petit peu limitatif, d'une part. Et puis, d'autre part, de par mes expériences, je sais que après la mort, un être vit toujours. Bien sûr qu'il n'a plus son corps physique. Il vit à l'état énergétique. Il a la possibilité de communiquer aussi avec les êtres humains. Et que donc, de ce point de vue-là, pour moi, la vie existe toujours. Parce que l'homme, au départ, est un esprit, et cet esprit est immortel, en fait. Voilà, donc et son âme, qui est sa personnalité, peut revenir sur Terre au moment où il le décide, pour continuer le travail qu'il a commencé. Et pour moi, de l'autre côté, nous continuons le travail que nous avons à faire. C'est pour ça que... Même si on se souvient, même si en général, on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu avant. Consciemment, inconsciemment, oui. Bien sûr que nous en souvenons. Pourquoi, posons-nous cette question, pourquoi un enfant vient au monde en ayant tout d'un coup un don? Il vient d'où ce don?
comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Il a ce don parce qu'il a déjà développé ses qualités, et ces qualités sont arrivées à une maturité qui fait que lorsqu'il vient sur Terre, il a ce souvenir inconscient, il va pouvoir en fait reprendre son travail au niveau où il s'est arrêté. Donc le don tel que compris n'est pas exactement cela. Le don, pour moi, c'est une qualité qui est aboutie. Ça veut dire que ça devient tellement évident pour une personne qu'elle n'a plus besoin de faire d'efforts. Vous avez des dons? Consciemment? Oui, je pense, oui. Oui, pourquoi pas. Oui, je pense en avoir, oui, comme tout le monde. Oui. Ah, vous avez dit comme tout le monde? Bien sûr, alors oui. que d'aucuns pensaient que il n'est pas donné à tout un chacun, il n'est pas donné au commun des mortels d'avoir des dons spécifiques, des dons particuliers. Alors je pense que c'est une erreur, n'est-ce pas, et que le jour où l'homme s'aimera, il se rendra compte qu'il a bien plus de dons qu'il ne le pense. Ma différence, c'est que je suis consciente de mes dons et justement, j'estime que ma vocation, c'est de permettre à tous les êtres humains que je rencontre de découvrir les leurs, parce que pour moi, l'être humain est une des plus belles inventions qui existent sur la Terre. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous demander de m'aider à découvrir si j'ai des dons. Et non, c'est pas ça. Alors, dites-nous, si la fatalité n'existe pas, oui. Ce que nous vivons, c'est quoi? Alors, en fait, ce que nous vivons, c'est une mise en place inconsciente de situations dont, justement, nous n'éprouvons pas la responsabilité parce qu'on ne nous a pas expliqué comment nous fonctionnons. En fait, c'est ça. Mais oui. c'est pas un châtiment, c'est pas une sanction, c'est pas une punition. Quelle horreur. Non. Malheureusement, c'est ce qu'on nous fait croire parce que ça arrange tout le monde, vous comprenez? Est-ce que vous pensez est-ce possible de vivre dans la paix, de connaître le bonheur sur cette planète? Mais je dirais que c'est même indispensable parce que nous n'avons plus le choix. Oui, mais comment y arriver? Est-ce facile? Est-ce possible? Oui, c'est possible, mais comment y arriver? Bon, alors, tout dépend. Encore une fois, je vais vous dire oui et non, parce que pour moi, c'est facile dans ce sens que c'est une aventure extraordinaire. Le bonheur, c'est la seule possibilité de vivre sur la Terre. Pourquoi vivre sur la Terre si on est malheureux? Il n'y a aucune situation, aucune épreuve qui justifie que nous soyons malheureux. Et c'est la croyance. Regardez un petit peu la croyance que nous avons au niveau de l'humanité. Qu'est-ce qu'on dit toujours? Ah, mais oui, mais mais vive, heureusement que j'ai eu des épreuves, parce que grâce à ces épreuves, j'ai pu évoluer. Grâce à ces épreuves, j'ai pu apprendre quelque chose. Ah, plus je peux me dépasser, mieux ça vaut pour réussir. Vous voyez, en fait, si vous regardez dans l'inconscient collectif de l'homme, il est tout à fait normal de souffrir, et tout à fait normal de se faire du mal. Parce qu'il n'écoute que son subconscient. Donc c'est simplement une vision qu'il a, unilatérale en fait de lui-même, qui est je souffre, donc c'est bien, et je souffre, donc je suis heureux de souffrir. Mais en fait, ce n'est qu'une habitude de fonctionner. Donc j'ai le choix. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Disons de réagir aux appels de ma conscience plutôt qu'aux appels de mon inconscient. Alors moi je dirais bien plus que j'ai le choix. Bon, c'est évident que j'ai le choix, mais je dirais, et là je parle aux adultes, je dirais qu'en tant qu'adultes, nous avons la responsabilité. Pourquoi nous avons la responsabilité? Parce que à partir du moment où j'écoute mes souffrances, et là je vais faire une différence justement entre l'égoïsme et la souffrance parce que je suis généreux. Vous voyez, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'il vaut mieux être généreux et souffrir. Au moins, comme ça, je me trouve beau, c'est formidable, plutôt qu'être égoïste. Mais en fait, ce que les généreux ne comprennent pas, c'est que chaque fois que j'éprouve une souffrance ou que j'éprouve du bonheur, je vais émettre une énergie. Et cette énergie que je vais émettre, soit par mes paroles, soit par mes pensées, soit par mon imaginaire, ces énergies que je vais émettre, en fait, deviennent un égrégore, puisqu'il y a autant d'énergie que d'êtres humains sur la Terre. S'il y a des milliards d'êtres humains sur la Terre, il y a des milliards d'énergie. Et chaque qualité d'énergie va rejoindre, en fait, les qualités d'énergie qui lui correspondent. Ce qui veut dire que sur la Terre, s'il y a 10% de gens qui sont destructeurs ou qui sont complètement indifférents, égoïstes, et qui se fichent pas mal de l'humanité,
toutes les personnes, dans les 80% dont j'ai parlé, toutes les personnes qui souffrent parce qu'elles sont généreuses et qui ont un sentiment d'injustice parce qu'elles sont généreuses et qu'elles estiment que c'est juste, hein, parce que c'est le témoignage de leur générosité, eh bien, sans le savoir, par leur souffrance et par leur colère, ces personnes vont nourrir l'égrégore des énergies de ces 10% de l'humanité qui, en fait, se moquent des autres et qui peuvent détruire la planète parce que, après moi, je m'en fiche. Voyez, voilà. Donc l'égrégore, ce serait un ensemble d'énergie, selon vous? Tout à fait. L'égrégore, c'est un ensemble d'énergies de même qualité. C'est-à-dire que si je fais partie de 80% de la population qui s'énerve ou simplement qui souffre parce que je vais voir à la télévision des gens qui meurent, des catastrophes naturelles, je vais avoir un sentiment d'injustice et à partir de ce moment-là, je vais émettre des énergies négatives qui vont nourrir les énergies négatives de ceux, par exemple, qui nous gouvernent et qui n'en ont rien à faire de nous. Dans tous les pays du monde, vous voyez. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité, parce que si je suis consciente de cela, je vais me rendre compte que cultiver mon bonheur, cultiver ma joie de vivre, cultiver ma générosité est bien plus important que cultiver ma révolte. Si l'on met de côté toutes les critiques faites sur Haïti, les mauvaises perceptions qu'on a d'Haïti, à l'étranger je veux dire, à ceci peut s'ajouter le comportement des Haïtiens. Est-ce que Martine Libertino pense que la paix peut s'installer dans des communautés et à partir de ces communautés, cette paix pourra s'établir sur tout Haïti? Alors, d'abord, est-ce que c'est possible? Ah mais pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est indispensable. Donc si je dis que c'est indispensable, c'est que c'est possible. Comment je pourrais, d'une manière prétentieuse, dire ce n'est pas possible et en même temps dire aux gens c'est indispensable? Non. Si c'est indispensable, c'est que nous pouvons le faire. Et je peux témoigner de ma vie, je peux témoigner de la vie de tous les gens, des milliers de gens qui ont travaillé avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ils ont réussi. Donc les communautés ont réussi. Donc pourquoi un peuple ne pourrait pas réussir? Oui. Alors, vous n'allez pas trouver mon approche matérielle ou encore matérialiste, puisque nous parlons d'Haïti présenté souvent par des étrangers comme étant un pays pauvre. Et si l'on dit d'Haïti qu'il est un pays pauvre, ça va sans dire que les gens qui y vivent sont des gens malheureux, qui ont faim, qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Les enfants, tous, n'ont pas accès à l'école, à la santé. Et comment aujourd'hui parler de paix aux parents et à ses enfants? Oui. Bon, déjà, je voudrais juste revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on vous avait dit que Haïti avait une mauvaise image à l'étranger. Bon, c'est vrai qu'il y a les images dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en même temps, quand je parle de Haïti, je vois énormément de compassion chez les gens à l'étranger. Et la preuve, c'est que quel est le pays qui reçoit le plus de dons? C'est toujours Haïti. Voyez, donc il y a quand même quelque chose qui fait que les gens aiment ce pays, aiment les Haïtiens. Enfin, il y a une espèce d'alchimie qui se passe qui fait que quand on demande de l'argent pour Haïti... Est-ce que c'est aimer ou pitié? Je pense pour avoir de la pitié. Je pense qu'il ne faut pas peindre la muraille en noir, c'est aussi aimer. C'est aussi aimer. C'est pas, dans le monde entier, les gens ont de la pitié pour tout ce qui est souffrance et misère. Mais pourquoi les gens ont de la pitié? Parce qu'ils ne savent pas avoir de la compassion. Donc c'est le problème de chacun, parce que chacun a des problèmes émotionnels. Si j'ai de la pitié, c'est parce que je me considère inconsciemment moi-même comme une victime. Donc quand je vois l'autre souffrir, je souffre pour lui, mais en fait je souffre sur moi-même. C'est ce qui s'appelle la pitié, en fait. Donc, ce n'est pas de la compassion. Pour moi, c'est différent. Okay. Voilà. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un intérêt, il y a un amour pour Haïti, mais en même temps, il y a cet énorme malentendu dont je parlais tout à l'heure. Bon, maintenant, pour répondre à la deuxième question, c'est qu'il est évident qu'il ne faut pas négliger tout ce que vous venez de dire. Dans ce sens que, d'ailleurs, je vois beaucoup de similitudes entre la RDC. Là, je rentre de la RDC, mais chaque fois que j'en arrive au point où, quelquefois, j'ai l'impression d'être en RDC, alors que je suis en Haïti. Quand je suis en Haïti, j'ai l'impression d'être là-bas. Vous voyez, tellement je vois de similitudes. Mais tout ce que vous venez de dire a une importance fondamentale, dans ce sens que les gens souffrent véritablement, les gens n'ont pas à manger, les gens vivent une vie qu'ils ne méritent pas. Ça, c'est une réalité. Bien.
Maintenant, soit nous décidons de pleurer sur nous-mêmes et de dire c'est la fatalité, hein, soit nous essayons de comprendre aussi pourquoi nous persistons dans cette épreuve. C'est ça en fait c'est pas l'épreuve elle-même qui est importante, c'est pourquoi cette épreuve se répète tout le temps. Pourquoi chaque fois que une épreuve vient de se terminer, une autre arrive. Alors, si on se réfère, là on ne parle plus de choses matérielles, si on se réfère à l'état d'esprit d'un pays, hein, c'est ce que j'appelle l'inconscient collectif. Si on se réfère à l'état d'esprit d'un pays, et si on se réfère surtout à Haïti, puisque c'est de Haïti que nous parlons, ce que je vois dans cet inconscient collectif, c'est que le Haïtien est tellement habitué à se battre depuis toujours qu'il ne connaît rien d'autre. C'est quelque chose qu'il a en lui, et même quelquefois qu'il porte comme un drapeau, comme un fanion, parce qu'il y a une forme d'orgueil quand même chez le Haïtien, qui vient d'une qualité qui est la fierté, mais toujours est-il que ça émotionnellement parlant, ça se transforme en orgueil, qui fait que moi je suis un Haïtien, je suis libre, et je ne veux pas qu'on ait pitié de moi, etc. Et en même temps, cet orgueil fait qu'il vit dans un contrôle permanent. Ce contrôle permanent se traduit par quoi? Il se traduit par une difficulté à exprimer sa tristesse, à exprimer ses sentiments, à exprimer ses besoins aussi, à s'écouter, à prendre conscience qu'il n'a pas de compassion pour lui-même et que donc il est tellement habitué à se battre que lorsqu'il visualise inconsciemment son avenir, eh ben, l'avenir de Haïti c'est quoi? C'est tout le temps des épreuves, c'est qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? En fait c'est ça. Voilà. Et quand nous savons que l'être humain a un libre arbitre et un pouvoir illimité en lui, à partir du moment où inconsciemment, je pense que je vais toujours avoir des épreuves et qu'en même temps, je développe la peur de les avoir, parce qu'il y a toujours cette espèce d'angoisse, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Eh bien, je vais attirer des épreuves que je ne mérite pas. Hein, et donc, je mets en fait ma communauté dans un état de danger permanent, alors qu'au contraire, je devrais la protéger. On va finir avec l'interview Martine Libertino. L'amour, c'est quoi pour vous? Ben, l'amour, déjà, c'est la capacité de prendre soin de soi, parce que si je ne m'aime pas, je ne vais pas aimer les autres. L'amour, c'est prendre conscience du respect que nous devons nous porter et que nous avons besoin de l'autre aussi. C'est pas seulement je m'aime, donc je dois me débrouiller tout seul et puis je dois porter mon fardeau. C'est que si je m'aime, je dois accepter l'aide des autres. C'est aussi la générosité, c'est aussi être solidaire des autres. Et c'est surtout aussi aimer la vie, parce que si je suis généreux, que j'aime les autres et que je n'aime pas la vie, automatiquement je ne serai pas heureux non plus. La justice? La justice? C'est quoi? Ben, la justice, c'est me respecter et respecter les autres, respecter les besoins des autres et respecter les miens. La paix? La paix, c'est la conséquence de tout ça. C'est le but final à atteindre parce que j'ai travaillé sur les causes de mon mal-être, ce qui me permet d'arriver donc aux symptômes qui peut se transformer justement en paix. La souffrance? La souffrance, c'est une erreur de parcours et c'est c'est une mauvaise vision de soi parce que nous ne voyons que ce subconscient dont je parlais tout à l'heure, alors que nous pouvons voir aussi tout ce qui peut nous amener à être heureux, indépendamment des épreuves que nous vivons. La maladie? La maladie est une conséquence aussi, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, est une conséquence aussi de la souffrance morale, des problèmes émotionnels, parce que en ayant des problèmes émotionnels que je ne gère pas, j'émets des énergies négatives qui vont alimenter en fait des énergies négatives dans mon corps et qui vont me conduire à affaiblir mon système immunitaire. La mort? La mort, c'est la continuité de la vie. La vie? La vie, c'est la continuité de la mort. Merci infiniment, Martine Libertino. Et la conférence avec Martine Libertino, la conférence sur la fatalité qui n'existe pas, Roselyne Benjamin. Oui, alors, je suis sûre que tout le monde a été mis en appétit par cette rencontre. Donc, la conférence aura lieu demain, mercredi, à l'hôtel El Rancho, à 5 h de l'après-midi. On invite dès 4 h 30. Et le thème, c'est justement la fatalité n'existe pas. Et justement, pourquoi les épreuves d'un pays et d'une personne se répètent d'année en année, continuellement, ses causes, les conséquences et leurs remèdes.
Donc vraiment, nous vous attendons tous. C'est un grand événement d'accueillir Martine à cette conférence. Martine, une dernière question. Doit-on avoir peur de mauvais avenir pour Haïti? Nous devons être vigilants, mais ne pas avoir peur. Si j'ai peur, j'attire ce que je redoute. Si je suis vigilant, je construis ce qui est juste pour moi. Même si ça ne dépend pas de nous? Tout dépend de nous. Comment? Tout dépend de moi. Les phénomènes naturels ne dépendent pas de nous? Alors, les phénomènes naturels ne dépendent pas de nous, mais en même temps, nous devons savoir nous en protéger. Alors, c'est vrai que c'est encore un long débat, n'est-ce pas? On pourra en débattre à la conférence demain, dans ce sens que Haïti connaît ses faiblesses. Et prenons par exemple le cas des constructions de l'architecture. Depuis longtemps, l'architecture devrait être adaptée à ce que vit Haïti. Merci encore une fois. Alors, la conférence La fatalité n'existe pas sera donnée à l'hôtel El Rancho. À quelle heure? À 5 heures de l'après-midi. Voilà, donc c'est demain mercredi. Demain mercredi, La fatalité n'existe pas avec Martine Libertino. Martine qui reviendra, en fait, le séjour sera très bref, mais elle devra revenir en Haïti en janvier prochain. Absolument. Tout à fait. Merci encore une fois, mesdames. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci infiniment. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Martine Libertino et Roselyne Benjamin étaient nos invités aujourd'hui. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.